suit ce programme pour l'ANR. Alors, quelques éléments sur le plan de ce webinaire. Donc, on va vous rappeler quelques éléments sur le programme SPLIN pour la décarbonation de l'industrie. On passera aux objectifs et attendus de l'AMI 2025 et on vous expliquera comment est organisé cet appel à manifestation d'intérêt d'un point de vue un petit peu plus pratique. Alors, d'abord, donc, sur les quelques éléments sur le PEPR Spleen. Alors, pour d'abord zoomer sur les quelques enjeux de la recherche que nous menons dans le domaine de la décarbonation de l'industrie. Donc, décarboner l'industrie, c'est d'abord décarboner le mix chaleur, donc le mix énergétique. Donc, en introduisant par exemple de la chaleur solaire dans les procédés industriels, en modifiant les combustibles, en passant en combustible de type hydrogène, ammoniac, donc décarboné, ou en utilisant de la biomasse, en électrifiant alors à la fois la chaleur, en électrifiant un certain nombre de procédés, en décarbonant, défossilisant très profondément un certain nombre de procédés, tels que des procédés de conversion chimique, de production du ciment et de l'acier. Et puis, quand on a décarboné et défossilisé au maximum, il reste du CO2 résiduel qu'il faut traiter. Donc, on active là le captage du CO2. Donc, on a de gros travaux sur le captage du CO2. On peut diriger soit vers le stockage géologique, c'est pareil, on a des travaux sur le stockage géologique, et, ou sur la réutilisation du CO2. Alors, par exemple, convertissant ce CO2 soit en combustible, soit en molécules d'intérêt. On s'intéresse également à l'optimisation et la mutualisation des flux de matière et d'énergie, qui sont des coproduits de l'industrie, afin de les mutualiser avec d'autres sites industriels, éventuellement des villes, pour gagner en efficacité énergie, en efficacité matière, par des approches d'optimisation multicritères. Alors, au-dessus de tout ça, eh bien, on va également travailler sur les questions de gouvernance des systèmes industriels, sur les modèles économiques nouveaux en particulier dans le cadre de la décarbonation, sur les évolutions du cadre légal, les politiques publiques, les impacts sociétaux et environnementaux. Alors, ce programme de recherche est organisé en 4 axes, donc qui sont assez logiques. Ils vont reprendre ce qui a déjà été dit, donc sur l'intégration de vecteurs énergétiques bas carbone et l'augmentation de l'efficacité, notamment par la gestion et la valorisation de la chaleur fatale, la décarbonation des procédés, leur intensification, que ce soit des procédés de réaction chimique, les procédés de production de l'acier et du ciment, ou évidemment ceux de captage du CO2 qu'il faut aussi optimiser et rendre à la fois plus éco-efficient et aussi plus efficace d'un point de vue énergétique. D'un point de vue logique, le CO2 est ensuite traité, soit par stockage géologique. On s'intéresse essentiellement aux questions sociotechniques qui sont liées au stockage géologique, notamment au stockage géologique onshore. Et on s'intéresse à la conversion du CO2 en carburant en molécules d'intérêt ou en matériaux, tels que la minéralisation, par exemple, ou la conversion en polymère. Alors, on a un dernier axe qui est important, qui concerne les nouveaux outils de prédiction et de monitoring, basés sur un triptyque capteur, monitoring en temps réel et traitement des données par de l'intelligence artificielle pour bâtir des indicateurs d'analyse de cycle de vie. Et on travaille sur toutes ces questions de faisabilité socio-technique et d'écologie industrielle, visant à optimiser les sites industriels et notamment les flux d'énergie et de matière, éventuellement en lien avec le cycle de l'eau. Alors, on a déjà un certain nombre de projets qui sont, on va dire, en route dans le PEPR Spleen. On a actuellement 16 projets, il y en a 5 nouveaux qui devraient rejoindre le programme d'ici environ un mois. Alors, c'est important de prendre connaissance des projets qui existent. Donc, sur l'axe 1, on a déjà 3 projets dits ciblés qui ont démarré
à l'origine du programme, sur le traitement par intelligence artificielle des données pour la décarbonation, sur l'analyse de cycle de vie et sur l'écologie industrielle. Un nouveau projet va rejoindre cet axe sur les questions de suffisance, c'est-à-dire plutôt sur l'aval de la production. L'axe 2, donc sur l'intégration de vecteurs énergétiques bas carbone et efficacité, comprend également plusieurs projets. Donc, un sur l'introduction de chaleur solaire à tout niveau de température dans les procédés, et deux sur la question de la production de chaleur par des combustibles décarbonés ou neutres en carbone, donc hydrogène, ammoniac et biomasse. Donc on est plutôt sur de la combustion. Et puis trois nouveaux projets vont rejoindre le programme, plutôt sur les cycles thermodynamiques, donc avec les questions de valorisation de chaleur fatale, soit en termes de chaleur, soit en termes de froid, soit en termes d'électricité. Euh, sur l'axe 3, donc décarbonation des procédés, intensification, alors on a un gros projet sur la conversion catalytique à haute efficacité, notamment la conversion catalytique assistée. On a un nouveau programme qui démarre sur l'électrosynthèse de l'ammoniac. Et puis on a trois projets sur la capture du CO2 par différents types de procédés. Donc à la fois sur améliorer la désorption du solvant par des méthodes moins intensives en énergie, sur les questions des coefficients des solvants et de réduction de la pénalité énergétique des procédés, et un sur l'oxycombustion. Et on démarrera un nouveau projet sur la réduction du minerai de fer par plasma d'hydrogène, donc comme agent réducteur. Voilà. Le quatrième axe, donc c'est un axe qui comprend déjà un certain nombre de projets sur la conversion et le stockage du CO2. Donc quatre projets pardon, sur la conversion, un sur la conversion du CO2 en chaîne carbonée, donc en C3+, donc des carburants et des molécules qu'à partir de l'électro, photo ou bioconversion du CO2, un projet sur la conversion du CO2 en carbonate, un projet sur les ciments carbonatants et un autre sur la conversion du CO2 en polycarbonate. Le dernier, Sésame, est dédié aux aspects sociotechniques du stockage du CO2 onshore. Alors, peut-être quelques chiffres qui ne sont pas tout à fait actuels, puisqu'ils datent de début 2024. Donc, le PEPR, alors ça, c'est un chiffre qui est tout à fait exact, 70 millions d'euros de budget. Donc, à peu près 120 thèses prévues, 1300 mois de postdoc. On a lancé un certain nombre de thèses, 31 début 2024, et 140 personnes impliquées, donc chercheurs, ingénieurs, une quarantaine de partenaires institutionnels et plus de 90 laboratoires impliqués. Donc, un budget qui se répartit en projets ciblés, donc qui ont été montés au départ du PEPR, un premier appel à projet qui est conclu, un premier appel à manifestation d'intérêt qui est en train de se conclure, et là nous lançons le second AMI, donc qui se conclura en fin d'année. Alors, je vais laisser la parole à Antoine pour la suite. Oui, donc quels sont les objectifs et les attendus de cette AMI 2025? Comme Fabrice l'a indiqué, va compléter le portefeuille et cherche à compléter les portefeuilles de projets qui sont déjà en cours, qui vont arriver avec les résultats de l'AMI 2024 qui, comme dit Fabrice l'a indiqué aussi, va sortir très bientôt. Donc nous avons construit cet appel à manifestation d'intérêt selon 7 thématiques distinctes qui vont être présentées en détail dans les minutes qui suivent, et tel que l'on a fait pour le premier AMI en 2024, c'est un appel à manifestation d'intérêt qui se fait en 2 temps. Une première réponse sous la forme de lettres d'intention au format réduit,
et qui va vous être présenté aussi ultérieurement, dans cet après-midi. Et évidemment, chacune de ces lettres d'intention va manifester l'intérêt pour répondre à l'une des 7 thématiques, de manière principale, mais on peut tout à fait aborder, d'autres thématiques de façon transverse si cela est pertinent. Et évidemment, cela doit être justifié dans la lettre d'intention, qui est écrite. Évidemment, nous, dans les objectifs du PEPR Spleen, on cherche à agréger des communautés, à faire travailler des gens ensemble qui étaient, plus ou moins dispersés, auparavant et que l'on cherche à agréger dans une communauté de décarbonation, de l'industrie. Donc évidemment, la pluridisciplinarité, interdisciplinarité sont très, très encouragées dans les réponses qui vont être soumises. Comment ça va s'organiser? Donc on va d'abord collecter ces lettres d'intention. La date butoir est le 23 avril, donc vous trouverez évidemment sur le site de l'ANR, tout toutes les informations, nécessaires. Donc vous trouverez tous les templates, les réglementations et cetera, le texte de l'AMI et vous devez, déposer cette lettre d'intention jusqu'au 23 avril. Cette lettre d'intention, elle peut, donc elle doit couvrir le sujet et puis elle doit proposer, donc elle doit émaner d'une structure de recherche qui va proposer donc un sujet de recherche et qui doit comporter déjà ou pas un consortium. Donc cette, lettre d'intention va ensuite être traitée, sous la forme de, workshops thématisés. Donc il y aura, des workshops qui seront dédiés à chacune des 7 thématiques qui vont être, proposées, qui vont être l'objet de cette AMI et pendant ces workshops, qu'est-ce que l'on va faire? On va travailler ensemble avec vous, avec les porteurs de lettres d'intention qui ont soumis, les lettres d'intention à ces différentes thématiques et on va essayer de travailler ensemble de manière soit à compléter les consortiums qui ne l'auraient pas été, soit à faire travailler ensemble, différentes lettres d'intention que l'on juge qui pourraient être assemblées, et enrichies pour construire un projet, plus conséquent et à la suite de cet exercice, nous allons vous proposer de déposer des projets complets. Donc ce que l'on appelle des projets complets, c'est donc toute la partie, donc un dossier complet avec un consortium déjà consolidé et avec des actions de recherche et qui sont consolidées, qui va ensuite évidemment être évalué par un jury, international qui va, noter ces différentes propositions et qui vont être, ensuite soumises aux différentes commissions pour sélection des différents projets. Ces workshops vont être organisés entre le 13 mai et le 13 juin 2025 et vous trouverez les dates correspondantes à chaque thématique dans, le texte de l'appel à projet. Donc si vous soumettez, une lettre sur une thématique donnée, vous devez déjà, enfin d'ores et déjà noter dans vos agendas la date du workshop correspondant à cette thématique. Alors, ces lettres d'intention, comme, je l'ai indiqué, le template, il sera trouvé sur le site de l'ANR, donc correspondant à l'AMI, 2025 du PEPR Spleen. Et la description, c'est, tout à fait classique, hein, les objectifs principaux et les axes de recherche que vous cherchez, à développer. L'état de l'art pour que l'on puisse évaluer quel sera le progrès escompté, par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Quelles sont les compétences que vous apportez, pour contribuer à cette thématique-là? Et éventuellement des compétences manquantes qui vous pensez, être, qui manquent à votre lettre d'intention et qui pourront être enrichies aussi à la suite du workshop. L'adéquation avec le texte de l'AMI et les thématiques, qui est, proposée et je l'indiquais juste avant, les compétences complémentaires si besoin. Hem Il est très important que les éléments donc qu'on ait des éléments sur le porteur, de la lettre d'intention, de manière à que l'on puisse, évaluer sa capacité à s'investir sur la thématique proposée et la composition du pré-consortium qui va être proposé et quelle est la complémentarité de ces acteurs entre, dans ce consortium. Sachant que, bien entendu, comme je le disais aussi, vous n'êtes pas obligé d'avoir déjà un consortium complet au stade de la lettre d'intention.
Et pour alimenter tout ça, pour alimenter cette connaissance finalement de qui sont les acteurs pressentis pour le projet, ben, on demande un court CV du porteur de la lettre d'intention et des principaux scientifiques qui sont impliqués. Alors, les projets ils doivent obéir à des règles qui sont celles de la recherche qui est menée dans le cadre des PEPR. C'est-à-dire de la recherche, bas TRL, donc TRL visé, entre 1 et 4 et doivent démontrer que, à la fin, du projet, on doit, se positionner à un niveau de TRL équivalent à 4, c'est-à-dire que le concept pour les projets technologiques doit être validé en laboratoire et on doit donner aussi des perspectives pour, une montée ensuite en l'échelle du TRL qui sera évidemment hébergée si nécessaire, par d'autres mécanismes de France 2030 ou d'autres mécanismes tout court. Et pour cela, pour que l'on puisse évaluer finalement l'état d'avancement du projet et l'état d'avancement par rapport à l'état de l'art en début du projet, il y a des indicateurs qui doivent être parfaitement définis. Ces indicateurs qui sont qualitatifs doivent permettre de mesurer quels sont les progrès qui sont réalisés par rapport à l'état de l'art entre le début et la fin du projet. Ça, c'est vraiment une étape qui est extrêmement importante et qui ne doit absolument pas être négligée parce que c'est finalement la qualité de l'investissement que les pouvoirs publics font en termes financiers sur les PEPR, finalement, doit être justifiée d'une certaine manière dans la progression de l'état de l'art par rapport à l'objectif ultime qui est la décarbonation de l'industrie. Donc, on doit pouvoir évaluer cette évolution. Donc, on doit évidemment définir ces critères-là sur finalement quels sont les progrès scientifiques, mais aussi quels sont les impacts qui sont attendus sur la décarbonation de l'industrie. Et ça, très clairement, c'est par exemple les gains en émissions de gaz à effet de serre, et comme Fabrice le disait sur les différents critères que l'on va juger, efficacité de l'énergétique, efficacité de matière, économie de ressources, etc. Et puis, quelque chose qui est très important, nous cherchons aussi et vous l'avez vu dans les différents axes aussi, la dimension, sciences humaines et sociales pour alimenter la thématique des décarbones de l'industrie. Donc évidemment, là, il y a, l'avancement technologique évidemment n'est pas à prendre en considération puisqu'il s'agit de choses qui sont plus difficiles à évaluer d'un point de vue, technologique. Donc il doit avoir des critères qui sont définis par rapport aussi à ces différentes thématiques. Donc les indicateurs, ils doivent permettre de vérifier l'attente de ce TRL final, donc 4 autant que possible, hein, de technologie concept validé en laboratoire. Ils devront être définis avant le projet de manière à pouvoir être évalués et évidemment, comme je le disais tout à l'heure, avoir une forte composante technologie, donc pour les projets ayant une forte composante technologique. Et pour tout ce qui est des projets SHS, il s'agira donc d'indicateurs qui vont être définis par les porteurs de projets, par la communauté qui va porter le projet et qui doivent être pertinentes par rapport à l'atteinte des objectifs qui sont visés. Alors, donc sur les consortiums et les équipes de recherche, il s'agit, comme pour, dans tous les PEPR, d'organismes de recherche publics, qui doivent faire partie du projet. Donc il faut un projet, un consortium, au minimum 3 structures de recherche, donc il n'y a pas de limite max, hein, mais ça c'est à la discrétion des porteurs de projets. Donc il faut au moins 3 structures de recherche et l'ANR peut vous donner donc l'éligibilité des différentes structures, parce que des fois des questions nous arrivent sur l'éligibilité de certains organismes. Et puis, il faut savoir que dans le cas du PEPR, seuls les organismes de recherche et les établissements de recherche et d'enseignement supérieur ou des groupements de ces établissements peuvent bénéficier d'une aide. C'est-à-dire que donc si vous avez des intervenants dans les projets qui ne correspondent pas aux règles de financement de l'ANR, ces entités-là, elles peuvent tout à fait faire partie du projet, faire partie du consortium, rien ne l'empêche. En revanche, elles ne seront pas financées. Et de la même manière, la question s'est posée
pour des établissements de recherche et des universités non françaises, qui ne sont pas sur le territoire français. C'est de la même chose, donc elles peuvent faire partie du projet, peuvent faire partie du consortium, mais elles ne pourront pas être financées par le PEPR. Donc ça, c'est très important. Chaque projet doit avoir un responsable qui devra être porteur du projet et qui devra être porteur d'un seul projet au sens de tous les projets qui ont été déposés dans le cadre du PEPR Split pour la décarbonation de l'industrie. Et ça concerne à la fois les projets ciblés qui ont permis de démarrer le PEPR, les projets issus de l'appel à manifestation d'intérêt 2004 et aussi de l'appel à projet 2024 et de l'appel à projet 2024. Donc des 16 projets plus 5, donc des 21 projets que Fabrice a mentionnés dans sa présentation. Donc le responsable de projet ne peut pas être déjà un responsable de projet d'un de ces 21 projets. Et puis aussi, de façon très importante, la durée des projets, elle est limitée à 48 mois parce qu'on pense que les projets, dans la meilleure des hypothèses, ils vont commencer avec le timing de l'AMI fin 2025, début 2026, et donc ça correspond, donc les 4 ans correspondent exactement à la fin du PEPR. Donc les projets ne pourront pas dépasser ces 48 mois puisque tout financement au-delà de ces 48 mois ne sera pas éligible par l'ANR. Donc, on va commencer à vous présenter les différentes thématiques que vous voyez ici, listées, qui sont assez diversifiées. Donc là, pour l'instant, évidemment, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on va le faire dans les slides suivantes. Donc on va les décrire en détail avec, Fabrice, une par une. Donc je passe la parole à Fabrice pour démarrer sur la thématique numéro 1. Oui, alors la première thématique concerne plutôt les politiques de décarbonation de l'industrie, donc en s'intéressant plus spécifiquement aux leviers sociétaux et à la contribution de la société et aux impacts. Donc, bon, l'industrie, évidemment, c'est un driver majeur pour limiter le réchauffement climatique et réussir la transition carbone, passer vers la neutralité carbone. Donc, ça implique de réduire ses émissions de gaz à effet de serre sur toute la chaîne de valeur. Ça implique une adaptation, évidemment, du tissu industriel, tout en soutenant la décarbonation des autres secteurs. C'est un processus à concilier avec des enjeux de souveraineté, de relocalisation de l'industrie, de transition des compétences, hein, souvent nouvelles technologies, dit nouvelles compétences, de minimisation des impacts divers. Voilà, donc bien attention que les transitions ne conduisent pas à des impacts élevés sur l'environnement, sur la société. Et puis les politiques, les technologies et les pratiques de décarbonation, eh bien, doivent être évaluées en termes de leviers sociétaux, c'est ce qu'on propose de faire, hein, de transfert d'impact sur l'environnement, sur la société, sur l'économie d'une manière générale. Alors, 4 grands objectifs dans cette première thématique. Développer des approches systémiques pour évaluer ces leviers sociétaux et les impacts indirects des politiques de décarbonation. Deuxième chose, développer des outils et des méthodologies qui permettent d'identifier. Ça, c'est le premier point. Deuxième point important, c'est quantifier. Et troisième point important, c'est anticiper ces leviers sociétaux et tous les transferts d'impact qui peuvent être associés. Bon, ça va nécessiter évidemment d'avoir une interdisciplinarité forte qui mobilise des expertises issues de sciences différentes, de l'environnement, de sciences sociales, sciences économiques et de sciences technologiques, d'apporter un éclairage utile aux parties prenantes, évidemment, pour accompagner la mise en œuvre d'une transition industrielle à la fois équitable, durable et alignée sur les objectifs climatiques. Donc, l'idée, ça sera de développer des modèles analytiques, des outils pour évaluer, quantifier les leviers sociétaux de la décarbonation, les contributions possibles de la société, comment on embarque la société, etc., et les transferts d'impact. Donc, de générer des propositions qui permettent d'identifier des leviers d'optimisation sur les bénéfices environnementaux et sociétaux, tout en minimisant tout ce qui peut être externalité négative. Et on attend des propositions qui sont soit génériques, soit des cas d'études précis, mais néanmoins
généralisable. Alors, les propositions pourront porter sur les impacts environnementaux croisés, donc notamment l'impact de la décarbonation sur les cycles naturels. On peut penser à l'eau, l'azote, en plus du carbone évidemment, aux impacts sur la biodiversité, la santé des sols. Donc les systèmes technologiques et surtout leurs externalités, donc l'évaluation des impacts économiques et sociaux de toutes les technologies bas carbone, la modélisation et l'aide à la décision, comment on scénarise des stratégies de décarbonation, mais notamment en y intégrant les dimensions sociologiques, comportementales. Donc là, on peut être sur l'aval, hein, en particulier de l'industrie, donc plutôt sur la consommation. Les transitions justes et inclusives, donc quels sont les effets sociaux des politiques de décarbonation sur les territoires, sur l'emploi, sur les compétences. Comment réindustrialiser de manière soutenable? Quels sont les leviers d'une politique de décarbonation à la fois compétitive et durable? Pour faire écho au rapport Draghi, par exemple. Représentation, faisabilité sociétale, voilà, comment, enfin, quelles sont les perceptions de la décarbonation, les freins, les leviers d'acceptabilité des technologies bas carbone, et comment gérer les risques sécuritaires et environnementaux, quels sont les outils méthodologiques qu'on peut développer pour prévenir les risques industriels et environnementaux. Voilà, je te laisse la parole pour la thématique 2. Voilà, donc la thématique 2 s'intéresse à la métrologie pour la décarbonation et la surveillance. Donc, comme je le mentionnais tout à l'heure, hein, donc la mesure, tout à l'heure je parlais de la mesure de la qualité des projets et des progrès que l'on peut faire est très importante. Mais évidemment, si on regarde la thématique de la décarbonation de l'industrie, il est très important aussi de développer, au sens des procédés qui sont mis en place pour l'industrie et des outils, des méthodologies, développer des outils, des méthodologies qui puissent finalement, quantifier, quels sont les différents types d'impact au cours du procédé, de manière à, regarder, de pouvoir optimiser, la consommation d'énergie, pouvoir optimiser la consommation de matière, pouvoir surveiller aussi. Donc tout ça, c'est l'objet de cette thématique, où on doit, proposer, finalement des outils et des procédés pour que le contrôle en ligne de ces procédés, qui est absolument essentiel pour améliorer la sécurité, industrielle du procédé lui-même. Qui doit adresser aussi la thématique où, finalement, qui repose sur les capteurs qui permettent la surveillance en temps réel. Donc cette notion de temps réel est très importante dès lors qu'il s'agit précisément de contrôle et d'optimisation, à la fois des procédés qui sont eux-mêmes, mais aussi des sites industriels et aussi, de tout ce qui est les sites de stockage de CO2, notamment onshore, de manière à, fournir aussi des outils, aux collectivités, aux territoires et cetera, de contrôle dès lors qu'il y a un stockage qui est prévu finalement, de l'efficacité de ce stockage et de la sécurité de ce stockage. On doit adresser aussi la question du pilotage des processus, et d'évaluation des impacts environnementaux qui sont à atteindre. Évidemment, il y a une question de sobriété aussi, donc ces technologies doivent être peu coûteuses et évidemment, elles doivent être industrialisables et qui dit industrialisable, dit robuste. Elles doivent être robustes pour pouvoir durer un certain temps sans avec des coûts de maintenance qui sont restreints. Elles doivent être aussi évolutives, et elles doivent évidemment répondre à, des questions, finalement de performance industrielle, mais aussi des questions de régulation, énergétique et réduction des polluants. Donc il y a des réglementations qui existent, donc dès lors que c'est le cas, bah, c'est un bon contexte pour proposer des outils et des méthodologies pour les respecter. Donc ces capteurs, et outils qui vont être proposés doivent fournir des données qui vont être traitées par des algorithmes avancés, qui peuvent être développés aussi dans le cadre du projet, qui doivent fournir des indicateurs environnementaux du procédé comme si on donne des exemples, l'empreinte carbone, la consommation d'eau, mais ça peut être la consommation électrique et cetera. Et doivent évidemment permettre un pilotage optimisé du procédé
de manière à minimiser les transferts d'impact et garantir la sécurité du procédé lui-même. Donc ce qui est, recherché, donc les propositions qui vont être déposées, elles pourront, porter sur les différentes thématiques qui sont ici, listées. Donc la collecte de données en temps réel. Donc cette collecte de données, ça peut être tout ce qui est, données du procédé lui-même, donc des conditions opératoires telles que la température, pression et cetera, mais aussi des émissions, que le procédé peut générer, émissions de dioxyde de carbone, bien entendu, mais aussi d'oxyde d'azote, de particules, et puis d'autres gaz à effet de serre comme le méthane ou le protoxyde d'azote. Pardon, hem, très important aussi tout ce qui est consommation d'eau, parce que les procédés aussi aujourd'hui, ils s'y consomment, enfin ils doivent être sobres en termes de consommation d'eau et puis d'émissions vers le sol. Heu, les outils doivent être autonomes et économes en énergie, de manière à ne pouvoir être intégrés dans des environnements, qui sont pas forcément les plus adaptés enfin, ou pas forcément alimentés en énergie, facilement, et ils doivent intégrer des notions comme l'éco-conception et la recyclabilité. On doit pouvoir traiter des données en temps réel, de manière à les optimiser. On doit aussi pouvoir fournir des critères pour réaliser des analyses de cycle de vie qui vont, finalement permettre d'évaluer la contribution globale du procédé ou de la technologie à l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre qui sont émises par le projet ou alors d'autres aspects comme, précisément je parlais tout à l'heure de la consommation d'eau ou de ressources minérales et cetera. Donc c'est ce que l'on appelle l'ACV, multicritère. Et puis enfin, heu, j'en parlais aussi tout à l'heure, tout ce qui est monitoring long terme et stockage du CO2, donc des systèmes de surveillance, de manière à garantir la sécurité et efficacité des stockages. Voilà, je passe la parole à Fabrice pour la thématique numéro 3. Alors, la troisième thématique concerne l'électrification des procédés, avec un fort tropisme sur les procédés, du moins sur l'électrification, pardon, à faible coût énergétique. Alors, d'abord, quelques enjeux sur l'électrification. Évidemment, bon, ça, le fait d'avoir de l'électricité bas carbone, qu'elle soit d'origine nucléaire ou renouvelable, si on électrifie, ça contribue à la réduction des émissions industrielles. Euh, donc, il y a un potentiel d'électrification pour la production, la conversion et l'activation d'éléments réactifs, donc en chimie, hein, pour la production de chaleur, avec des technologies évidemment qui doivent être à haute efficacité énergétique. Euh, et puis, question d'optimisation énergétique à chaque fois. Voilà. Donc, vraiment nécessité, quand on électrifie, de minimiser la consommation, parce que c'est toujours de l'électricité évidemment qui manquera à d'autres procédés, prenant en compte le coût énergétique et des méthodes et des procédés qui seront mis en œuvre. Alors, quelques enjeux scientifiques, donc s'intéresser à tous les phénomènes multi-échelles, interaction spatiale et temporelle pour favoriser le passage à des niveaux de maturité plus élevés, euh, notamment des concepts qui permettront la transition de l'échelle du laboratoire à une échelle industrielle, être en capacité de mener des études multiparamétriques, couplant des processus, donc combinant des approches expérimentales et numériques en particulier, des analyses in situ plus avancées, telles que des nouvelles méthodes de diagnostic basées notamment sur l'IA, l'intelligence artificielle ou les statistiques. Alors, donc les propositions que nous attendons dans le cadre de cette thématique concernent l'électrification des procédés chimiques tout d'abord, d'accélérer la transition vers des procédés d'électrosynthèse efficaces et durables. Ça comprend en partie le développement d'électrocatalyseurs plus performants, notamment qui peuvent supporter ou surmonter les questions de surtension, de passivation des électrodes. L'utilisation d'apprentissage automatique pour optimiser la sélectivité, grosse question, hein, et réduire évidemment la consommation d'énergie. Et puis, les applications potentielles, ça peut être la synthèse de l'ammoniac, la synthèse de porteurs d'hydrogène organique liquide, LOC,
la synthèse de molécules organiques complexes. Alors, deuxième champ d'application qu'on vise, c'est l'épuration, le traitement et la fonctionnalisation de surface par électrification. Donc, substituer, optimiser des procédés industriels par des solutions électriques, réduire la consommation énergétique pour le traitement des flux gazeux ou liquides, qui est un enjeu important, amélioration de la conversion des ressources à chaque fois et diminution pardon, des déchets générés, développer des technologies qui permettent une meilleure conversion et des traitements plus durables. Troisième aspect, c'est la génération de chaleur, hein. La chaleur, c'est 60% de l'énergie finale consommée dans l'industrie, donc c'est important. Donc, utiliser de l'électricité pour chauffer des réacteurs, des fours, des unités de séparation. Donc, avec un objectif évidemment de réduire les émissions de CO2 et améliorer l'efficacité énergétique, d'explorer des technologies avancées telles que l'induction, les micro-ondes, les systèmes radiatifs, les plasmas, et puis optimiser le transfert thermique. Donc, tous les modes sont concernés, évidemment. La conduction, la convection, le rayonnement. Donc, le transfert thermique vers l'application, tout en limitant les pertes énergétiques, ce qui est essentiel pour optimiser cette efficacité énergétique. Laisse la parole à Antonio maintenant pour la thématique 4. Alors, la thématique 4 va traiter de la chaleur et notamment de la valorisation de la chaleur résiduelle. Donc, qui dit décarbonation de l'industrie, on sait que la chaleur est intimement liée à l'industrie. Il y a énormément de procédés qui vont générer de la chaleur et l'utiliser. Et il y a de forts enjeux de diminuer, d'optimiser cette utilisation de la chaleur. Donc vous avez vu dans les projets qui ont été présentés dans l'axe 2, il y a un certain nombre qui couvrent précisément tout ce qui est production, de gestion de la chaleur et aussi du froid. Et là, dans cette AMI en particulier, on va s'attaquer à quelque chose qui n'est pas encore couvert par les projets qui sont déjà déposés, qui est la chaleur résiduelle. Donc là, la chaleur résiduelle en termes contextuels, hein, c'est pour que vous ayez une idée, ce qu'on appelle chaleur résiduelle, chaleur au-dessus de 100 degrés, donc chaleur qui reste, et représente environ 15% de la consommation industrielle totale. Donc c'est vraiment, en termes énergétiques, un enjeu majeur. Surtout si cette chaleur, elle est gérée par des procédés qui sont eux-mêmes carbonés ou par de l'électricité qui peut être carbonée dans certains cas. Donc on va chercher à finalement à valoriser cette chaleur, c'est-à-dire à la récupérer soit, sous les fumées, soit sur des sources différentes de chaleur, qui sont présentes dans les procédés industriels et on va optimiser leur récupération. Et puis on va s'intéresser aussi à tout ce qui est procédé de séchage, les procédés de séchage qui utilisent en général de la chaleur qui est pas à très haute température, pour ce qui concerne la déshumidification des entrants, des différents procédés et aussi des produits finaux, qui peut être très énergivore et qui doit être amélioré. Donc en termes de demande, qu'est-ce qu'on va vous demander? Donc c'est les 4 points qui vont être, présentés ici. Donc on va, finalement s'attaquer à, différents aspects. Donc d'abord, l'extraction efficace de la chaleur. Qui dit chaleur, résiduelle, dit souvent chaleur qui n'est pas forcément à très haute température. Donc il y a un besoin, d'améliorer les mécanismes de transfert thermique et cette amélioration peut venir par exemple de nouveaux fluides innovants qui peuvent être utilisés, de nouveaux équipements, qui peuvent avoir des différents types de surfaces, qui vont, améliorer ou intensifier ces transferts de chaleur et ça, à nouveau, j'insiste sur ce point, les notions de, durabilité, recyclabilité et cetera doivent être prises en compte et donc évidemment, avec un coût qui doit être supportable pour l'environnement industriel dans lequel il va être intégré. On peut s'attaquer aussi à toute la partie d'échangeurs de chaleur, donc avec le, développement de surfaces qui sont auto-nettoyantes, donc réduisant les périodes de maintenance finalement des installations
pour prévenir l'encrassement et la corrosion. On peut s'attaquer aussi à l'aspect récupération de chaleur sous les solides chauds, différents matériaux et surfaces pour intensifier les procédés, différents matériaux à faible coût pour récupérer de la chaleur et différents matériaux. On va s'intéresser aussi à la question du stockage parce qu'on peut récupérer la chaleur et ne pas avoir la possibilité de l'utiliser directement. Donc, ce stockage de chaleur, il va être adressé dans le cas de cet AMI et notamment, ça peut être du stockage géothermique. Donc, en détail, ça peut être des stockages de journaliers, ou alors du stockage à plus longue durée géothermique comme je disais, à l'instant. Et finalement, on doit optimiser aussi ces différents échanges parce que la chaleur, on va la stocker. Après, quand il faut la déstocker, on doit aussi perdre le moins possible, donc s'intéresser, aux différents types de transfert de cette chaleur stockée. Et puis, comme je le disais, dans la slide précédente, on va tenter d'optimiser tout ce qui est, séchage industriel, notamment, heu, avec une visée de réduction de la consommation énergétique et de l'amélioration du séchage des différents types de procédés comme les solides divisés, optimisation énergétique du procédé complet et cetera. Voilà et on s'intéresse à la récupération de la chaleur résiduelle. Alors, on va passer à la thématique 5 sur les nouveaux concepts pour les fours industriels à haute température. Tout d'abord, en pointant un certain nombre d'enjeux scientifiques, donc sur la génération de chaleur, évidemment, qui représente une grande quantité d'émissions, 20% des émissions mondiales de CO2, notamment pour les procédés à haute température. Un enjeu important pour le stockage thermique à haute température également. Ça permet de valoriser de la chaleur de récupération et d'intégrer les énergies renouvelables. Donc on est dans le même champ scientifique, hein. Avec un objectif sur le mix énergétique, donc pour qu'il soit décarboné évidemment, mais tout en assurant la pérennité des équipements, qu'ils soient industriels ou en particulier. Vérifiant que ce mix énergétique n'affecte pas, ou tout du moins regardant comment ce mix énergétique peut affecter les outils industriels, les équipements industriels. Euh, alors, on peut penser à introduire des combustibles bas carbone. Donc, j'ai déjà mentionné qu'on avait deux projets là-dessus. Donc, utilisant des mélanges d'hydrogène, d'ammoniac, de biomasse pour la production de chaleur. On peut penser à électrifier euh, les procédés. Donc, on a déjà parlé de la production de chaleur à faible coût dans l'AMI sur l'électrification. Dans l'industrie, il faut avoir des solutions qui sont à la fois durables, évidemment, mais aussi flexibles. Il faut s'adapter. On a des défis qui sont liés aux nouvelles sources de chaleur, hein, et donc développer des solutions pour lever les verrous technologiques, notamment liés aux matériaux. Et au milieu pour le stockage thermique à haute température, avec la question du vieillissement notamment, prenant en compte toutes les nouvelles sources de chauffage qui vont affecter les parois du four et les parois enfin, les produits pardon, qu'on va traiter dans le four, ou encore les fluides caloporteurs qu'on va utiliser. Il faut optimiser le transfert thermique, le transfert radiatif qui est dominant évidemment, et essayer d'avoir des approches qui sont pluridisciplinaires pour améliorer la performance et la fiabilité des nouvelles technologies de chauffage et de stockage thermique. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Alors, on attend des propositions sur l'optimisation des performances thermiques de sources de chaleur hybrides, donc qui vont pouvoir mélanger plusieurs types de sources de chaleur, comme la combustion, donc de combustible décarboné, ou l'électricité. Évidemment, ça va beaucoup dépendre du procédé. On attend à ce qu'on soit pris en compte tous les phénomènes liés aux atmosphères réactives qu'on pourra avoir, donc oxydantes, réductrices, sur les matériaux qui vont y être exposés, donc les parois des fours en particulier, euh, qui sont alimentés par ces nouvelles sources de chaleur. La prise en compte du vieillissement des matériaux, donc c'est de la physico-chimie essentiellement, exposés à des flux radiatifs
élevées, des atmosphères gazeuses réactives, souvent réactives, on va dire, qui résultent évidemment de la combustion, la prise en compte du vieillissement des matériaux, de toutes les charges qu'on va traiter dans les fours. On peut penser à du verre, on peut penser à des métaux, et cetera. Ou dans le procédé, évidemment, qui va avec, ou encore, dans le cas, pardon, pour les charges thermiques qu'on va stocker dans un milieu. Donc ce question du vieillissement est très, très important. Les approches qu'on attend, c'est des approches essentiellement de modélisation multiphysique, qui intègrent les transferts radiatifs dans des environnements qui sont par nature complexes. Par exemple, si on prend le cas d'un stockage thermique, on peut avoir un élément de milieu granulaire, hein. Le choix et la caractérisation des matériaux qui sont soumis à des flux radiatifs, pardon, intenses, que ce soit dans un four ou dans un stockage thermique, des atmosphères qui sont donc potentiellement réactives, ainsi que le développement de modèles de vieillissement des matériaux donc dans ces conditions extrêmes. Voilà, je te laisse la parole pour la thématique 6. Voilà, comme disait Fabrice dans l'introduction, une fois qu'on a tout fait pour, améliorer l'efficacité des procédés et tenter de diminuer les émissions de gaz à effet de serre à la source et notamment de CO2, pour tout ce qui reste, la solution, pour décarboner l'industrie, c'est de tenter de capter ce CO2. Hem Dans le cadre de ce PEPR, il y a déjà des projets, qui adressent le captage du CO2, à la fois sur la partie techno et sur la partie fluide, pour le captage. Mais on s'est concentré, beaucoup sur, la pénalité énergétique du captage, il reste quand même des points à adresser et notamment, lorsqu'il s'agit du passage à l'échelle. C'est-à-dire, aujourd'hui, les systèmes qui existent et qui sont étudiés pour le captage de CO2, c'est des systèmes qui sont, uniquement abordables par de gros industriels parce que ça signifie des gros investissements en termes de CAPEX et d'OPEX, donc d'investissement et d'opération, donc dépenses d'investissement et d'opération. Mais, si on veut adresser, tous les tissus industriels, on doit être aussi en mesure de proposer des solutions pour, le plus grand nombre émetteurs possible et donc des petits émetteurs. Et là, pour cela, la seule manière de le faire, c'est d'avoir des coûts de captage et de stockage de CO2 qui doivent être contenus. Donc ça, c'est un point important, c'est d'adresser finalement, la plus petite échelle du captage, possible pour que ce soit abordable pour les petits émetteurs. Et puis, il y a tout ce qui est, les faibles teneurs en CO2. Donc il y a des procédés, qui sont émetteurs, qui peuvent émettre des quantités, relativement faibles de CO2 qui sont très diluées. Donc là, on doit, pouvoir proposer des procédés le moins énergivores possible, de manière à, finalement traiter ce CO2 qui est en faible teneur. Et puis je le répète à nouveau, hein, une troisième fois, les aspects éco-conception, recyclabilité sont extrêmement importants. Donc on doit, les adresser à la fois sur, les phases réactives, mais aussi sur les matériaux qui vont composer les systèmes de captage que l'on va développer. Et puis le CO2, qu'est-ce que l'on fait? Qu'est-ce que l'on va faire? On peut soit le stocker, soit l'utiliser. Donc si on pense à l'utilisation du CO2, c'est-à-dire à sa valorisation, soit, dans des molécules d'intérêt, soit dans des produits énergétiques comme des carburants, on peut tout à fait penser à, la symbiose qui peut exister entre le captage et l'usage dans le même procédé. Donc des propositions qui adressent le captage et la valorisation au sein d'une même démarche seront les très bienvenus. Voilà, donc on va passer à la suite. Donc qu'est-ce que l'on attend? Donc en pratique, on attend évidemment que les propositions, elles adressent, la question de l'optimisation des phases réactives pour la séparation du CO2. Donc ça, on sait que pour, séparer le CO2 des, solides, soit ou en général liquides, qui vont être utilisés pour les capter,
Ce sont des phases qui peuvent être énergivores, donc qui peuvent être consommatrices de quantités importantes d'énergie. Donc on doit s'attaquer à la question de la régénération de ces phases liquides qui doivent favoriser une moindre consommation énergétique. On doit aussi s'attaquer à la question de la valorisation des déchets, biosourcés et des résidus industriels pour réduire l'impact environnemental. Et évidemment, comme je disais, précédemment, proposer des méthodes qui sont peu énergivores, pour finalement optimiser la séparation et le captage du CO2 de manière à réduire le coût et les rendre accessibles aux petits émetteurs dont je parlais. Et ça, dans un contexte de réduction des coûts de captage pour l'adaptation à l'échelle, donc avec notamment, on peut adresser la question de la modularisation, c'est-à-dire d'avoir des modules de captage de CO2 qui eux, soient finalement transposables de manière à pouvoir monter en échelle, mais que chaque module ne représente pas un investissement, soit de capital, soit d'opération, qui soit importante. On peut aussi imaginer le couplage du captage et de l'utilisation du CO2 via des procédés biologiques, à base par exemple de microalgues. Ça, c'est important. Et ce qui est très important, c'est qu'on ne va pas travailler sur les procédés de captage par le procédés biologiques de captage par les microalgues. Ça fait partie d'autres types de projets. On va traiter la question sur l'aspect conception du réacteur et du procédé lui-même, et pas sur l'aspect biologique du procédé. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc on va tenter de proposer, enfin on s'attend à avoir des propositions qui adressent la question des réacteurs et des procédés optimisés pour produire donc, pour le captage de CO2 et la production de molécules d'intérêt à forte valeur ajoutée, notamment via des procédés biologiques. Mais on va s'intéresser vraiment à la partie procédé. On va s'intéresser aussi à la gestion de l'énergie pour optimiser le captage de CO2, avec la prise en compte, par exemple, d'intermittences, dès lors que l'on va utiliser des énergies renouvelables pour aider au procédé de captage, l'automatisation et pilotage du procédé, et enfin, tout ce qui est interaction avec l'environnement. C'est-à-dire qu'on ne souhaite pas avoir des procédés qui soient à la fois qui puissent à la fois capter du CO2, mais qui finalement puissent nuire à l'environnement dans d'autres dimensions. Voilà. Je passe la parole à Fabrice pour la dernière thématique. Alors, dernière thématique, elle est un peu plus vaste, hein, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'elle concerne les concepts, les technologies et les procédés en rupture. Donc, j'insiste sur ce terme en rupture pour la décarbonation de l'industrie. Donc, notre programme, il recouvre un grand nombre de domaines à caractéristiques à caractère, pardon, à la fois technologique et méthodologique. Donc, visant à développer une approche à la fois soit technologique, soit méthodologique, soit systémique. Euh, et dans le cadre de cet appel à manifestation d'intérêt, de cette thématique 7, on souhaiterait des approches innovantes qui permettent de cibler une réduction des émissions industrielles, alors soit par décarbonation du mix énergétique de l'industrie, soit par augmentation de l'efficacité énergétique ou de l'efficacité matière des procédés de conversion d'énergie ou de la matière, ou permettant une intensification des procédés. Alors, euh, le sujet est assez vaste. En fait, on s'intéressera à des propositions qui prennent en compte un certain nombre de caractéristiques. Alors, la première, et qui est très très importante, c'est le caractère disruptif des technologies proposées, euh, qui devront démontrer un potentiel significatif de transformation et de décarbonation de l'industrie à un horizon de 10 à 15 ans. Donc, on voit assez loin. On est quand même sur un caractère qui est disruptif, donc sur une idée qui est plutôt radicalement nouvelle. Deuxième chose, évidemment, c'est de pouvoir contribuer à la décarbonation, c'est-à-dire justifier de l'impact attendu sur la réduction des émissions industrielles, avec des données qui sont à la fois qualitatives, mais aussi quantitatives. Avoir une justification technique et scientifique rigoureuse, donc pouvoir expliquer de manière rigoureuse les avancées proposées. Si possible, favoriser des approches pluridisciplinaires afin de favoriser des collaborations entre disciplines pour maximiser l'innovation et l'impact. Et puis, un encouragement fort à l'interdisciplinarité et à la
disciplinarité pour intégrer, plusieurs domaines scientifiques et industriels. Bon, c'est important d'avoir des innovations qui peuvent arroser plusieurs domaines industriels à la fois pour répondre à ces défis qui sont complexes, liés à la décarbonation, notamment des procédés industriels. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Alors peut-être que, moi, j'ai quand même mis quelques exemples pour être un peu plus explicite. Par exemple, l'intégration de l'intelligence artificielle pour, la l'accélération de la découverte d'un certain nombre de matériaux pour la conversion chimique, de surfaces fonctionnalisées, par exemple, pour les échangeurs de chaleur, de fluides caloporteurs, de milieux séparatifs plus efficaces pour l'optimisation des procédés, à la fois en termes énergétiques, en termes de sélectivité matière, des concepts, des procédés disruptifs pour la valorisation des sources de carbone issues, par exemple, de déchets plastiques issus de biomasse et leur conversion directe en molécules qui sont utiles pour l'industrie chimique. Voilà, donc on va poursuivre sur l'organisation de l'appel à manifestation d'intérêt et les modalités de réponse. Donc je passe la parole à Pierre. Merci Fabrice. Donc effectivement, on voulait vous faire un petit panorama, sur, les différentes phases pour, répondre à cet AMI et donc soumettre une proposition. Comme, Antonio et Fabrice l'ont évoqué tout à l'heure, c'est possible de déposer sa lettre d'intention jusqu'au 23 avril prochain, donc ça vous fait, à peu près 6 semaines pour préparer une lettre, d'intention. Les lettres d'intention seront évaluées et un certain nombre de déposants seront invités à des workshops thématiques. On en organise, 5, qu'on organise entre le 13 mai et le 13 juin prochain. Et à l'issue, du dernier, workshop, les personnes seront invitées à commencer à préparer, des projets complets. Pour préciser, ces workshops, ils ont pour but, d'accompagner, et d'aider les déposants puisque, ça peut permettre de compléter des projets, d'avoir des propositions pour étoffer un consortium ou un pré-consortium qui ne serait pas encore, suffisant en termes de nombre ou sur lequel il manquerait, une expertise ou une brique technologique qui pourrait être pertinente par rapport à la proposition scientifique qui serait adressée. Ces workshops, ils sont thématisés et ils ont pour objectif de pouvoir à partir des exposés, des propositions de pré-projets, qui ont été réalisés, de pouvoir, améliorer et optimiser à la fois la proposition, mais aussi éventuellement les membres du consortium quand c'est utile de le faire. Et ensuite à peu près de mi-juin jusqu'au 10 septembre, c'est la période qui est laissée, aux déposants, des lettres d'intention pour rédiger un projet complet qui doit être soumis, à l'ANR, le 10 septembre, au plus tard. Suivra, comme c'était le cas pour les autres appels, que ce soit l'appel à projet qu'on a lancé en 2024 et également le précédent appel à manifestation d'intérêt, une période évidemment dévolue à l'évaluation des projets qui auront été soumis, par un comité d'évaluation international qui est mis en place par l'ANR, avec des propositions qui reviennent ensuite à la direction du PEPR, et donc les directeurs du PEPR, proposeront, dans un dernier temps, pour financement, des projets, au CPMO, puis au SGPI. Et donc la dernière étape, c'est, la validation des projets, qui dépendent d'une décision Premier ministre. Comme l'ont évoqué Fabrice et Antonio, en termes de temporalité, ce sont bien évidemment des périodes indicatives, parce qu'on n'est pas maître des horloges, sur tous les éléments, mais voilà, on peut imaginer que pour la fin d'année 2025, le début d'année 2026, ça sera l'horizon, temporel, pour le lancement, et la contractualisation, des projets issus de cette AMI. Pour, les workshops que j'évoquais à l'instant, on a 5 workshops qu'on va organiser, qui regroupent, les 7 thématiques de l'AMI. Comme vous le voyez à l'écran, il y en a 3 qui ont été regroupées
sur une séquence, en l'occurrence celle du 3 juin après-midi. Donc, c'est les workshops, le workshop dévolu aux thématiques 3, 4 et 5. Donc sur l'électrification des procédés à faible coût énergétique, la gestion de la chaleur, la récupération et la valorisation de la chaleur résiduelle et les nouveaux concepts pour les fours industriels à haute température. Voilà, donc sinon vous avez sous les yeux, les différents créneaux pour les workshops des différentes thématiques. Et comme ça a été mentionné auparavant, donc c'est important de bien noter dans son agenda, les dates des différents workshops, en amont, de la préparation, d'une précandidature, et donc d'une lettre d'intention en réponse à cette AMI pour être, disponible le cas échéant pour participer à ces workshops qui sont, une étape importante, comme je l'ai dit, auparavant, de préparation des candidatures à cette AMI. Donc, le texte complet de l'AMI, est en ligne, sur, de l'ANR. Et donc, c'est également, à cet endroit que vous pourrez, télécharger, enfin mettre en ligne vos lettres d'intention. Je parle sous le contrôle de mes collègues de l'ANR, mais, il me manque encore la trame de la lettre d'intention, donc qui vous permet d'avoir une idée précise de la manière dont vous pouvez, cadrer et formuler votre lettre d'intention, mais elle sera mise en ligne, très prochainement. Oui, ça sera mise en ligne cette semaine. Merci Pierre. Pour les critères, de recevabilité, donc pour la toute première phase, donc celle qui concerne, la rédaction de lettres d'intention. Donc comme dit à l'instant, le dossier doit être déposé sur le site de dépôt de l'ANR, donc au plus tard le 23 avril prochain. En termes de format, donc vous voyez ce qui est écrit à l'écran, donc ça doit être un PDF de maximum 6 pages. L'établissement coordinateur, doit être un établissement français d'enseignement supérieur et de la recherche. Et donc évidemment, les propositions qui seraient susceptibles de causer un préjudice, important d'un point de vue environnemental, ne seraient pas éligibles. Donc là, ça tombe sous le sens aussi, mais les dossiers proposés, doivent, entrer dans le périmètre des thématiques qui ont été exposées tout à l'heure par Antonio et Fabrice. Une attention particulière sera également, portée, sur les travaux scientifiques, antérieurs, des, personnes qui vont déposer la lettre d'intention, mais également des autres, scientifiques impliqués dans la proposition. Et seront également évaluées à la fois la clarté des compétences qui sont apportées par le pré-consortium, du projet, et l'utilité de la contribution apportée au champ thématique visé. Pour la deuxième phase, donc la phase, qui sera consacrée donc, au dépôt des projets complets, jusqu'au 10 septembre, prochain. Il y a 3 grands critères d'évaluation, à l'aune desquels seront évalués les projets. Donc, le premier est relatif à l'excellence et à l'ambition scientifique. Donc ça concerne notamment la clarté des objectifs, des hypothèses de recherche, l'originalité, le caractère, novateur, et éventuellement les ruptures méthodologiques et pardon? Pardon. Les ruptures méthodologiques et ou conceptuelles, du projet par rapport à l'état de l'art, mais également aux objectifs scientifiques, qui sont ceux du PEPR Spin pour la décarbonation de l'industrie. Voilà, la clarté des indicateurs et les possibilités de renouveler, l'état de l'art, existant sur la thématique visée, la pertinence de la méthodologie proposée et la clarté de l'impact potentiel attendu sur la décarbonation. On l'a mis en rouge puisque c'est vraiment, quelque chose d'important sur lequel on va être amené à évaluer, les projets. Donc, de pouvoir, préciser, objectiver et quantifier, dans quelle mesure la proposition va être, impactante et décisive pour la décarbonation de l'industrie en France.
Le deuxième grand critère, il est lié donc à la qualité du consortium, aux moyens mobilisés et à la gouvernance, du projet. Là-dedans, on sera amené également à regarder donc, la compétence, l'expertise et l'implication du responsable, du projet, ce qui est évidemment également lié à ses réalisations, antérieures, qu'elles soient académiques, la reconnaissance par les pairs et donc, la capacité à coordonner, un consortium potentiellement, pluridisciplinaire. Donc la qualité et la complémentarité de la proposition du consortium scientifique, l'adéquation entre les moyens humains et financiers mobilisés, la cohérence de la proposition en termes de calendrier avec les différentes, échéances, dans la proposition du projet, la gestion des risques scientifiques et la crédibilité donc, des jalons proposés, par rapport, au déroulement, des projets donc, qui, ne doivent pas excéder 48 mois puisque, comme l'a dit Antonio tout à l'heure, vu qu'on sera sur des projets qui commenceront a priori début 2026, au-delà de 48 mois, on arriverait au-delà de 2030 et enfin, la pertinence et l'efficacité de la gouvernance, du projet et donc, tout ce qui est proposé, en termes de mise en œuvre sur le pilotage, l'organisation, l'animation et voire, la mise en place de comités, consultatifs dans le cadre, de la proposition. Le troisième grand critère d'évaluation des projets complets, c'est sur les impacts et les retombées. Là, c'est un lien direct avec, les thématiques structurantes, du PEPR Spleen et donc la capacité de répondre aux enjeux de recherche qui sont ceux du programme, et donc la complémentarité qui peut être apportée par rapport aux objectifs, du PEPR, les impacts économiques, sociétaux et la contribution au développement de solutions en réponse, aux enjeux des domaines prioritaires de la stratégie nationale d'accélération décarbonation de l'industrie. Comme je l'ai également, mentionné tout à l'heure, et tout particulièrement pour la thématique 7, l'impact potentiel sur la décarbonation de l'industrie avec une visée à 15 ans fera l'objet d'une attention particulière. Et enfin, sera également, regardée attentivement la stratégie de diffusion et de valorisation des résultats, qui est quelque chose, d'ex post, au projet, quelque chose qui pourra faire suite aux preuves de concept qui pourront être développées dans le cadre des projets et donc évidemment, tout ce qui a trait à l'adhésion, à l'open science et à la promotion de la culture, scientifique, en lien avec, une proposition développée dans le cadre de cette AMI. Comme ça a également été, mentionné, les propositions seront évaluées par un comité, scientifique international qui est mis en place par l'ANR, qui est indépendant, qui a la possibilité de recourir à des expertises externes, s'il le souhaite, qui peut, demander des auditions des porteurs de projets s'il a besoin de certains éclaircissements, scientifiques, sur des éléments de la proposition. Qui, va être amené à rédiger un rapport argumenté pour, chacun des projets. Une fois qu'il a fait tout ça, le comité d'évaluation présente, ses recommandations et ses objections éventuelles et ses avis au directeur, du programme. Il a le loisir de formuler des avis sur évidemment sur les projets qu'il propose, au financement, mais également sur le montant des financements qui peut être alloué à chacun des projets et avec ces éléments d'évaluation, Antonio et Fabrice, seront amenés à proposer au SGPI la liste des projets, à financer, ce qui représente l'avant-dernière étape, puisque in fine, c'est, le Premier ministre, après avis du SGPI, qui valide les projets et les propose, à financement. Un dernier rappel sur les dates, comme ça a été évoqué auparavant, la date butoir pour la remise des lettres d'intention, c'est le 23 avril, ce qui laisse, un peu plus de 6 semaines, aux personnes qui souhaitent, répondre à cette AMI. On vous renvoie encore une fois vers le site de dépôt, pour la phase, un peu ultérieure, de l'AMI, la date prévisionnelle de dépôt pour les projets complets, ce sera
le 10 septembre et donc entre le dernier workshop du 13 juin et donc l'invitation qui sera faite, à déposer, à commencer à préparer, des projets complets, à peu près mi-juin. Ça laisse à peu près, 3 mois de période pour rédiger des propositions de projets complets et pour monter des consortiums. Donc vous voyez aussi à votre écran, je crois que c'est également envoyé par Pierre dans le chat, une adresse générique, PEPR-décarbonation@agencerecherche.fr, pour toute question un peu, sur la méthodologie enfin la manière de déposer votre proposition et sur des éléments de candidature sur lesquels, l'ANR pourra être amené à éclaircir, certains points. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions précises, là-dessus. Et donc, je vous invite également à nous suivre sur nos différents canaux de communication. Donc on a également une adresse mail générique, plus globalement dans le cadre de la direction du programme, contact@pepr-spleen.fr, donc sur laquelle on peut vous répondre sur, toutes les questions, propositions ou suggestions que vous pourriez être amenés à nous faire dans le cadre du programme. On a un site internet qu'on alimente très régulièrement, où, on relate des actualités des différents projets de recherche, mais pas que, où on essaye également d'apporter, certaines informations d'actualité, d'un point de vue national, européen, international sur la décarbonation de l'industrie. On a une newsletter, mensuelle, qu'on alimente, aussi, pour avoir des focus, thématiques évidemment en lien avec, le périmètre, du PEPR, donc pour essayer de vulgariser, de donner des éléments d'information et d'analyse sur différents sujets, différentes thématiques en lien avec, une industrie, bas carbone, puisque c'est l'objectif, scientifique principal, du PEPR et donc un compte LinkedIn, qu'on alimente très régulièrement également et qui rassemble une communauté qui grossit de jour en jour, où là aussi, on essaye, d'avoir des contenus, d'actualité et un peu de vulgarisation, heu, par rapport aux actualités, et aux grandes échéances, pour la décarbonation de l'industrie. On voudrait évidemment remercier l'ANR pour tout le soutien qu'il nous a donné pendant tout ce processus de montage. Et Jack et Pierre, je ne sais pas si vous avez des points à rajouter côté ANR précisément. Jack, ton micro. Moi, je vais juste rajouter, je rajouterai que si vraiment vous avez des questions au niveau de l'éligibilité, vraiment des questions un peu techniques, tout ça, n'hésitez pas à contacter l'ANR avec l'adresse générique qui a été répétée plusieurs fois, PPR décarbonation@agencerecherche.fr. Oui, juste une remarque par rapport à ce que disait Pierre, c'est que les projets qui vont être retenus après le dépôt complet du projet seront auditionnés, ceux qui risquent d'être financés. Tous les projets qui risquent d'être financés, qui ont été sélectionnés par le comité, seront auditionnés. Avant l'audition, ils recevront des questions auxquelles ils devront répondre le jour de l'audition. Et ensuite, le comité fait une sélection en les classifiant A, B et C. A, projets devant être financés. B, bons projets avec quelques faiblesses mais pouvant être financés. Et C, des projets qui ne seront pas financés. Et ensuite, les directeurs de programme font leur choix parmi les projets qui ont été sélectionnés par le comité international. Voilà pour la procédure, sinon c'est à peu près clair pour la présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions parmi les participants à ce projet. Nous sommes ouverts à toute question, qu'elle soit technique, enfin relative aux thématiques ou alors d'organisation, avec l'aide de l'ANR, bien entendu.
Il y a déjà une première il y a une première question dans la section questions et réponses, c'est qu'appelle-t-on ici stockage thermique haute température supérieur à 400°C? Tu peux répéter la question, Pierre, pardon? La question c'est qu'appelle-t-on ici, stockage thermique haute température? Est-ce que c'est supérieur à 400°C? Je crois qu'on a mis supérieur à 200, mais Après, une question: est-il possible de sous-traiter à des entreprises privées pour répondre à certains besoins techniques? Alors, ça, je vais répondre, du côté ANR. C'est possible de demander des prestations de services, via des entreprises. Il faut respecter Il faut le règlement faut financier. respecter les financements publics. Il faut faire des Oui. appels d'offres. Oui, Mais c'est possible, bien sûr. une question, c'est: quels sont les montants typiques des projets attendus? Alors il y a un montant minimum qui est de 800 000 € que je pense qu'il est indiqué, sur le site et puis, Mmh. nous on cherche quand même des projets qui sont conséquents, typiquement autour de 1 million, 1,5 million d'euros d'aide, autour de ça. on est allé sur des projets, issus d'appels à projets jusque presque 2 millions, hein, je crois, donc Ouais, ouais. On n'a pas imposé de limite supérieure, sachant que ouais. bon, enfin vous avez vu le budget qui est a priori alloué à cette AMI, hein, c'est autour de presque 14 millions d'euros qui sont alloués. On a cette thématique, on cherche quand même à alimenter les différentes thématiques. Vous avez une idée de ce qui peut être, possible, quoi, même si on n'a pas imposé de Ça limite dépend. max. Ça dépend de la taille des consortia aussi, hein. Faut être, Exactement. Très bon consortium avec, 6-7 partenaires, c'est évident qu'il va coûter plus cher qu'un consortium avec 3 partenaires, a priori. Il y a une question, c'est: est-il besoin d'afficher les prestations dans les projets? Oui, oui, c'est peut-être pas peut-être pas dans la partie phase de la d'intention, mais dans la partie, dépôt des projets comblés. Il y aura, parce que la partie projet dépôt des projets comblés, il faudra déposer un document scientifique et une annexe financière. C'est bien indiqué dans l'annexe financière, Et juste, enfin, je répète, hein, ce que Jack disait tout à l'heure, hein, si vous souhaitez avoir accès à de la prestation pour la réalisation de cette tâche, vous êtes soumis à toutes les règles des marchés publics. Donc, il n'y a pas de cooptation de prestataires possible. Voilà, vous êtes, obligé de passer par un appel d'offres, selon, toutes les règles, des marchés publics. Il y a une question, c'est: place potentielle, des industriels dans les consortiums. Quelle quelle est la place, potentielle des industriels dans les consortiums? les industriels peuvent participer, soit en tant que comité d'experts, c'est-à-dire comité conseil ou, comité, peut-être, destiné à s'impliquer dans une phase plus aval. Donc ils peuvent participer soit en tant que membre du consortium, soit en tant qu'observateurs en quelque sorte, et en aucun cas ils sont financés. Une question, c'est: pour un consortium, existe-t-il un nombre de labos minimum ou optimum? Le, Alors, minimum oui, il y en a 3 au minimum. Optimum, bah, ça va dépendre du sujet et de la complémentarité entre les partenaires, hein, donc il y a
a pas de chiffre absolu, hein, ça va dépendre de la largeur ou la profondeur de la thématique et puis, surtout, bien démontrer la complémentarité. Après la question concerne, le comité. C'est le comité international est-il sous NDA? Oui, c'est en demande de faire signer une NDA aux membres du comité. Les industriels aussi. Et comment est géré comment est gérée, l'API? Bah, il y a un accord de consortium, hein. Oui, oui. Qui est une lettre d'intention préformatée, hein, Mmh. C'est ça. qui est relativement simple, hein. Une autre question, c'est combien de projets seront sélectionnés par thématique? Alors ça, c'est Non, pour répondre là-dessus, sur la sélection, il y a pas de sélection par thématique. C'est l'excellence scientifique qui va primer dans un premier temps. Alors c'est ce qui est un peu embêtant pour les délégués de programme, parce qu'il se peut très bien qu'il y ait beaucoup de projets, de très bons projets pour une thématique et très peu pour d'autres. Mais pour l'instant, le comité ne sélectionne que sur la qualité scientifique. Après, il faudra gérer, en gros. Et oui, il y a le pas de principal quota par critère, c'est la thématique, qualité voilà. scientifique. Il y a pas de quota Ouais. par thématique, mais ce qu'on essaye, c'est d'éviter les recouvrements, hein, quand on fait la sélection. Heu, Toujours à qualité scientifique évidemment, comme premier critère et puis, on essaye de combler les trous qu'il y a dans la stratégie scientifique, hein, aussi. Tout à fait. Normalement, il ne doit pas avoir de recouvrement par rapport à des thématiques qui sont déjà traitées, soit par les projets ciblés, soit par l'appel à bénéficiaires d'intérêt 2024 ou l'appel à projet 2024. En revanche, si comme disait Jack, il y a beaucoup de projets sur la même thématique dans cette AMI, bah, nous, on sera amené à choisir parce qu'on ne souhaite pas financer, 2 projets qui traitent exactement ils sont très Mmh. proches. Ils sont très proches. D'où l'importance des webinaires d'ailleurs, hein. Exactement. Pour éviter qu'il y ait des recouvrements importants entre projets, quoi. Parce que ça fait du travail supplémentaire pour les équipes qui, après ne va pas être récompensé parce que même s'il y a 2 projets qui sont notés, très bien notés A et exactement sur la même thématique, on sera certainement amené à choisir, quoi. Exactement. C'est déjà arrivé d'ailleurs, Antonio. Tout à fait. Il y a une question sur le budget de l'AMI. C'est c'est 13 millions d'euros, non? Titre, C'est autour L'ordre de 13 de 000 €, oui. et quel budget moyen est attendu par projet? ça on l'a répondu tout à l'heure déjà, hein. Oui, Donc ça il y a Mmh. 800 000 € qui sont, de budget minimum et après le budget du projet, il va dépendre de la thématique traitée, il va dépendre du nombre de partenaires, va dépendre du sujet, type d'actions qui sont prévues. Il y a pas de règles sur le budget. Sachant La qu'on moyenne souhaiterait quand même avoir un ensemble de projets qui couvrent toutes les thématiques. Pour une lettre d'intention, est-il possible de proposer des contributions projets sur plusieurs thématiques? Alors c'est ce que l'on disait au début au cours de la présentation. Donc il y a une thématique, principale qui doit être énoncée clairement dans la proposition. En revanche, la transversalité entre thématiques, elle peut être, tout à fait, acceptée. Donc elle doit être clairement présentée et doit être justifiée. Il doit avoir une thématique quand même principale pour que l'on puisse sélectionner quel est le workshop finalement, dans lequel on va sélectionner la lettre pour la travailler. il est possible de participer à des workshops aussi. Oui, ça nous est arrivé dans la EMI 2024 effectivement, après lecture de la lettre d'intention, on se rende compte qu'effectivement, on peut être à cheval entre deux thématiques. Il est souhaitable que, pour la clarté de la lettre d'intention, que l'équipe, elle sélectionne une thématique et que s'il y a
plusieurs thématiques qui sont traitées, qu'elles soient clairement détaillées et justifiées. Et qu'il y ait bien une thématique principale. Comme disait Pierre, n'hésitez pas à nous contacter hein, si vous avez des questions que vous souhaitez poser en privé ou alors auxquelles vous ne pensez pas. N'hésitez pas à nous solliciter. Nous, sur la partie technique et les thématiques, l'ANR sur la partie organisation logistique, de manière qu'on puisse vous éclairer au mieux hein, à votre disposition pour le faire et tous les contacts ont été donnés par Pierre et vous pouvez les trouver évidemment à la fois sur le site de l'ANR et sur le site web du PEPR Split. N'hésitez pas à le consulter parce qu'il y a un point important, s'il y a un point important dans ce PEPR, c'est vraiment la notion de communauté et la notion de- d'agrégat cohérent, d'équipe de recherche que l'on essaye de faire vivre et d'animer, quoi. On fait énormément d'efforts là-dessus, d'avoir une grande famille du PEPR Split pour la décarbonation de l'industrie. Le budget, je viens de voir la question. Donc, le budget global du PEPR Split, donc c'est le budget public, c'est 70 millions d'euros. Fabrice l'a présenté. Dans ces 70 millions d'euros, il y a une très grande partie qui a déjà utilisé, puisqu'on est au dernier appel à manifestation d'intérêt du PEPR aujourd'hui. Le budget global de financement public, c'est 70 millions d'euros. Donc 13 millions, c'est le résidu. C'est, Est-il prévu une suite à ce PEPR dans le futur? Ça, alors, la question est ouverte, je dirais. Je vais juste vous lire la dernière recommandation de la Cour des comptes. C'est de conditionner tout financement public français à des candidatures à l'Europe. Ça date de la semaine dernière. Donc, il est possible qu'il y ait à nouveau des programmes de ce type-là, mais peut-être avec des champs de contraintes un peu différents. Oui. Spleen C'est pas sûr qu'il y ait un France 2040. Hein. la majorité des PEPR s'arrêtent en 2030. Hein. Là, on est en 2025, donc ça fait encore 5 ans. Hein. Bah, c'est dans le cadre de France 2030. Hein. Il y a France 2030, il y a le PEPR, mais il n'y a pas que le PEPR. Tout à fait. Il y a 55 milliards en tout. Hein, et 3 pour milliards France pour la 2030. recherche. Et 3 milliards pour la recherche. Donc.
Bon. S'il n'y a pas d'autres questions, peut-être conclure la séance. Oui. On vous attend nombreux hein, pour la rédaction des lettres d'intention d'ici le 13 avril. Attends des projets de très bonne qualité, évidemment, qui puissent venir nourrir le PEPR et les différents objectifs que l'on s'est donnés. Travailler sur le domaine de la recherche pour la décarbonation de l'industrie avec des associations de labos, communautés autour de cette thématique. Ah, merci et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Ouais. Toutes les bonnes idées sont les bienvenues. Hein. Ok. Bonne fin de journée alors. Merci, à très bientôt. Au revoir. Bientôt. Bonne fin de journée à tous.